Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour la 3e édition de notre carré d'échange, nous recevons aujourd'hui un invité de marque qui nous vient du Congo, Kinshasa, autrement appelé la République démocratique du Congo. Ce soir, nous allons donc échanger dans cette plateforme avec Frédéric Mulumba Kabouyayi. Bonsoir Frédéric. Bonsoir cher ami. Merci d'avoir accepté de participer à cette plateforme d'échange. Merci beaucoup. Alors, vous arrivez au Cameroun pour la 1e fois et je voulais préciser à nos téléspectateurs, les téléspectateurs de HTV, que vous êtes d'abord journaliste. Vous êtes directeur de publication d'une publication scientifique très connue, du nom de Renaissance africaine. Mais surtout, vous êtes depuis depuis quelques mois, vous êtes directeur général adjoint de la radio-télévision nationale du Congo, en abréviation RTNC. Alors, donc, avant de continuer cet échange, de débuter cet échange qui va durer exactement 52 minutes, nous demandons à nos téléspectateurs de faire votre connaissance amplement sous la signature de William Tadoum Tadoum. C'est un condensé de ce que vous êtes. Frédéric Mulumba Kabouyayi est né le 2 janvier 1960 au Kasaï, une province située dans le centre du Congo, réputée pour son abondante richesse en diamants. Aujourd'hui, âgé de 58 ans, Frédéric Mulumba Kabouyayi est père de 4 enfants. L'homme est le fruit d'un parcours jonché d'obstacles face auxquels il a véritablement su opposer du courage, de la bravoure, dans la persévérance. Sur le plan académique, son itinéraire, non des moindres, se montre extrêmement diversifié. C'est d'ailleurs le moteur de sa richesse culturelle et intellectuelle. Le cheminement professionnel de Frédéric Mulumba Kabouyayi est simplement à l'image et à la ressemblance de son parcours académique. En 1992, il engage une carrière journalistique au sein de la rédaction du journal Le Potentiel. Il deviendra quelques années plus tard le directeur général de ce groupe médiatique, une position qu'il occupe pendant une dizaine d'années. Actuellement, Frédéric Mulumba Kabouyayi est le directeur général adjoint de la RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise. Frédéric Mulumba Kabouyayi aime les livres. Il aime lire, il lit beaucoup sur son pays, le Congo-Kinshasa en particulier, et sur l'Afrique en général. Il s'intéresse depuis longtemps à la géopolitique et à la géostratégie. Il se montre par ailleurs de plus en plus critique à l'endroit des intellectuels et des politiciens congolais. En plus de lire pour se cultiver et argumenter ses positions, il écrit également pour partager sa vision et ses réflexions. Frédéric Mulumba Kabouyayi est auteur de plusieurs ouvrages dont les plus remarquables sont Rupture et continuité, Afrique et néolibéralisme, les intellectuels congolais face à leurs responsabilités. Dans ses ouvrages, l'auteur parle de la médiocrité de l'élite intellectuelle congolaise qui n'a jamais été à la hauteur de ses responsabilités historiques, interpellant donc les intellectuels congolais sur le plan scientifique et spirituel. L'homme continue de nourrir le rêve d'un Congo stable, puissant et imposant, moteur du développement de l'Afrique. Pour lui, l'Afrique n'a plus de modèle en termes d'hommes. Il garde un très bon souvenir de Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Ebussi Boulaga, Fabien Kangewane, Kamana, qu'il considère comme des penseurs d'une nouvelle Afrique, une Afrique debout et non une Afrique couchée. Comme tout bon Congolais digne de ce nom, la rumba ne le laisse pas indifférent. Alors, Frédéric Mulumba Kabouyayi, il y a des amis qui préfèrent vous appeler Frédéric Mulumba. Qu'est-ce que ça signifie, Mulumba Kabouyayi? Oui, je pense que le nom Mulumba n'a pas de signification. Il y a, quand j'étais dans les ventres de ma mère, selon ce qu'on m'a raconté, et j'avais fait rêver quelqu'un qui veut dire à ma mère que je porte le nom de Mulumba. Mais mon véritable nom, c'est Kabouyayi. Donc Kabouyayi, c'est, tu vois, chez nos villages, quand vous êtes né, on vous donne le nom de quelqu'un d'autre, un membre de famille. Un peu partout en Afrique, dans la civilisation bantou. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou à retrancher de ce portrait qui a été brossé très rapidement? J'ai dit au début que c'était un condensé. Vous êtes quelqu'un de très vaste, vous êtes quelqu'un de prolixe, vous êtes quelqu'un qui porte plusieurs casquettes. On ne peut pas résumer en 3 minutes ce que vous êtes. Est-ce que tout de même, dans ce condensé, vous avez quelque chose à rajouter ou à retrancher? Non, je pense qu'on a dit l'essentiel. On a dit l'essentiel. Merci. Félicitations donc à William Tadoum Tadoum. Alors, Frédéric Mulumba, on va passer ces instants à travailler sur 4 cartes. D'où le nom de notre émission, Cartes sur plateau. Vous avez là 3 cartes sur ce plateau.
Il vous suffira de prendre la carte de votre choix et de lire au verso de cette carte le sujet qui est inscrit. Et de ce sujet-là, on va en parler pendant quelques 10 minutes. Vous nous direz le fond de votre pensée, votre vision de ce sujet, les suggestions éventuellement que vous pouvez faire si cela en tient lieu pour que le sujet inscrit puisse porter. Alors, vous avez le choix. On y va. Ça dépend de vous. Posez votre main sur la carte qui vous convient et dites-nous ce qu'il y a dedans. Fabien Eboussi Boulaga. Fabien Eboussi Boulaga, est-ce que ce nom a quelque chose à voir avec votre séjour au Cameroun? Je pense que si je suis présent à Yaoundé, c'est parce que je suis venu assister aux funérailles d'un grand homme, d'un grand penseur africain, Fabien Eboussi Boulaga. Peut-être beaucoup de Camerounais ne savent pas. Il a fait ses études au Congo quand il était jésuite. Et de là, le Congo l'a beaucoup marqué. Un jour, on était à Bafoussam avec Kamana, avec Fabien Boulaga, avec Kangewane. Et Fabien va me poser une question. Il me dit, Freddy Mulumba, on ne comprend pas, dans les années 60, l'ONU était chez vous. Comment expliquer aujourd'hui, c'était 45 ans après, que l'ONU revienne? Ça m'a beaucoup interpellé. Deuxième chose, j'étais à Yaoundé pour l'interviewer. Il me dira qu'il n'était pas disposé. Et quand on lui a dit que je viens de Kinshasa, il m'a dit, c'est comme ça que j'ai accepté. Et il pensait que le Congo, sa deuxième patrie, sa deuxième nation. C'est comme ça qu'il va m'accorder une interview. Quand j'étais chez les privés, dans une télévision Télé 7, je l'ai fait passer plusieurs fois comme l'interview de Kangewane. Donc j'étais habitué à venir au Cameroun chaque année. Quand il y avait des vacances, je prends mes vacances, je viens au Cameroun, je fais le tour, je suis parti jusqu'à Bafoussam. Alors, donc, on va préciser que Freddy Mulumba, vous avez appris la mort de Fabien Eboussi Boulaga, que vous n'avez pas revu depuis votre dernier voyage au Cameroun. Ça date déjà de quelques années de cela. Et quand vous avez appris son décès, subitement, vous avez décidé qu'il fallait que vous l'accompagniez à sa dernière demeure. Nous demandons à la régie de nous envoyer les images de l'enterrement de Fabien Eboussi Boulaga, obsèque auquel Freddy Mulumba a pris part dans son village natal à Yoro, dans l'Ombam et Inubu. Image. C'est peut-être difficile à croire, mais c'est la triste réalité. Le professeur Fabien Eboussi Boulaga n'est plus. Le philosophe a été inhumé ce samedi 27 octobre 2018 à Yoro, son village natal, dans la stricte intimité familiale. Instruments et musique traditionnelle, le décor a été planté pour accompagner la famille attristée. Pendant plus d'une heure, des témoignages se sont succédés pour rendre hommage à ce grand homme, à la modestie incomparable. Pour sa famille, c'était un homme simple qui s'est complètement détaché des choses matérielles de la terre. Le professeur Fabien Eboussi Boulaga, c'était un homme plein, un homme complet et pluridimensionnel. Donc, son principal trait de caractère, il était studieux. Il était inlassablement à l'étude. Comme son nom Eboussi l'indique si bien, il était comme un chef et un patriarche pour son village. Décrit par ses anciens étudiants comme un homme fort et rigoureux. Moi, je connaissais le professeur Fabien Eboussi Boulaga comme tous les élèves du Cameroun qui ont étudié la philosophie en terminale, parmi les grands auteurs de la philosophie africaine. Mais j'ai eu la chance, l'immense privilège de l'avoir comme professeur quand je me suis inscrit à l'université de Yaoundé en 1986. Grâce à un parcours extraordinaire, l'œuvre du philosophe est reconnue au-delà des frontières nationales. Le travail que le prof Eboussi a fait doit nous aider à travailler pour que l'Afrique renaisse. Je pense qu'en dehors du professeur Eboussi, vous avez aussi Kangewane qui est décédé, que j'ai rencontré. Et j'ai trouvé dans ces deux personnes
la volonté, la conviction de faire par tous les moyens pour produire une pensée africaine pour que l'Afrique soit développée. Les habitants de Yoro, village situé dans le département d'Umbam et Inobo, région du centre, se souviennent également de lui. C'est un homme sympathique. D'ailleurs, en grosso modo, c'est un envoyé de Dieu, c'est un apôtre. Cet homme qui est venu apporter de la paix au village. Présenté par ses pairs comme un philosophe, Fabien Eboussi Boulaga est décédé le 13 octobre dernier à la clinique du Jourdain à Yaoundé de suite de maladie. Que son âme repose en paix. Et oui, c'était le témoignage à l'occasion des obsèques de Fabien Eboussi Boulaga auquel vous avez pris part. Vous avez fait un témoignage émouvant. Certains se sont demandé, est-ce seulement pour cet enterrement que vous êtes déplacé de Kinshasa? Oui, mais j'ai toujours dit, je prends le cas du Congo, quand Papa Wemba est mort, je pense que toute l'Afrique a parlé de Papa Wemba. Il était de notre devoir, en tant que citoyen de cette Afrique, qui écrivent, qui pensent, donc écrivons, qui pensons, qu'il fallait aussi rendre hommage à Eboussi en tant qu'un grand penseur. Pourquoi je me suis déplacé? C'est pour donner peut-être la chance aux autres qui ne l'ont pas connu, pour qu'on n'oublie pas. Les musiciens, on chante, mais pour les intellectuels, il faut étudier sa pensée. Donc il faut qu'on arrive, pas à imposer, à mettre dans nos écoles primaires, parmi les philosophes africains qui ont pensé l'Afrique, Eboussi. Il y en a aussi d'autres. Mais autre chose, c'est parce que nous traversons une période difficile. On n'a plus de repères. Donc les travaux qu'Eboussi a fait et d'autres, les Kamana, les Cheikh Anta Diop, Obenga, peuvent permettre à l'Afrique de redémarrer. On va y revenir, Fedi Moulomba, avec votre permission. Lorsque vous êtes entré dans l'Umbam, après avoir traversé le pont sur la Sanaga, vous avez traversé également des contrées de cette localité. Vous avez traversé Balamba, vous avez traversé Ombessa, Bafia, vous êtes entré à Kiki, je récite ça parce que j'étais du voyage. Vous avez traversé également Bokito avant d'entrer dans le village de Yoro où vous avez accompagné le défunt Fabien Eboussi Boulaga à sa dernière demeure. Qu'est-ce qui vous a frappé en dehors, n'est-ce pas, des obsèques et de témoignages différents que vous avez écoutés et auxquels vous avez également participé? Qu'est-ce qui vous a frappé? C'est d'abord que chaque Camerounais tient son village. Bien qu'on soit citadin, mais on reste des villageois. Et quand on meurt, on est enterré au village. Ça m'a beaucoup frappé. Et dans chaque village, j'ai trouvé les villages de Onobiono, James, que j'ai connu à Kinshasa comme un grand homme d'affaires. Moi, je ne savais pas. Il est décédé à son village. Il a construit une grande maison. Et j'ai trouvé d'autres sénateurs qui étaient des ministres. Monsieur Anon Adibime. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir que ces coins-là, il y a eu beaucoup plus d'intellectuels. Je voulais savoir pourquoi. Ils étaient des ministres, des écrivains, des journalistes. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Mais je peux vous rassurer que vous trouverez ça un peu partout au Cameroun. Ça, c'est une très bonne chose, donc ça donne l'espoir. Ça, c'est certain. Alors, la verdure, la nature, l'environnement, c'est des choses qui vous ont peut-être marqué différemment de Kinshasa, de Kasaï où vous êtes né? Oui, je pense que nous, on n'a pas cette relation avec la terre comme ici au Cameroun. Chez nous, comme on a fait beaucoup de migrations, quand on meurt, on s'enterre là où on est mort, fini. Mais au Cameroun, on est attaché à la terre, très attaché, ce qui fait qu'il sera difficile, quelle que soit la situation, qu'on puisse reconnaître le Cameroun. Quelle que soit la situation. Qu'on puisse reconnaître le Cameroun, c'est impossible. Impossible. Alors, Frédéric Moulomba, vous avez parlé tout à l'heure, on a évoqué dans votre portrait des personnages auxquels vous êtes attaché sur le plan scientifique, sur le plan idéologique, sur le plan de l'histoire également. On a cité Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, hein? On a cité Marcin Toa, on a cité Kamana, qui est de votre pays, on a cité Kangé-Wane. Et tu as oublié le prêtre qui est décédé au Canada, c'est qui
Jean-Paul est là. Jean-Paul est là. Alors, qu'est-ce que ce personnage ont en commun au plan scientifique, au plan intellectuel? Qu'est-ce que ce personnage ont en commun? Est-ce qu'ils prêchent dans une même chapelle scientifique? Ouais, je pense qu'il y a des historiens, il y a des philosophes, il y a des écrivains. Ils ont le seul message, que l'Afrique soit debout, l'identité africaine. Vous savez, la colonisation qu'on a connue, l'esclavage, a dépersonnalisé, déshumanisé l'Africain. Donc le travail de ces penseurs, c'est pour donner la confiance en Afrique, aux Africains. Et jusqu'à présent, on n'a pas fait ce travail de mémoire, de savoir qu'on a été colonisé, on a été vendu, nous sommes dominés, pour qu'on fasse par tous les moyens pour qu'on s'en sorte. Donc ces penseurs, ces historiens, ces écrivains ont fait un travail pour une Afrique nouvelle, une Afrique debout. Alors, on n'a pas besoin d'être historien, on n'a pas besoin d'être anthropologue ou historien pour pouvoir dire qu'il faut aimer l'Afrique. Je crois que tout le monde le dit. Mais ceci, pourquoi vous êtes attaché particulièrement à cela? C'est parce qu'ils ont produit une nouvelle pensée africaine, autochtone, libre. Ils ne réfléchissent pas par procuration comme Kangé Wane me le disait. Alors, c'est pour cela que vous avez effectué ce déplacement? Exactement, c'est pour montrer aux jeunes gens. Mais qu'est-ce que vous retenez l'importance de la pensée? Vous avez quand même remarqué qu'à l'enterrement de Fabien Ebousi Boulaga, il y avait certes des anciens étudiants, il y avait certains de ses amis, Assami Zambière, il y avait des personnalités politiques, mais le monde universitaire était discret. Je pense qu'il faut penser à réformer notre université. Quand on est à l'université, c'est pour faire des recherches, ce qu'on peut appeler rechercher la vérité. Et personne n'a les monopoles. Il faut être tolérant. Chacun peut avoir son point de vue, vous vivez ensemble. Mais nous, je pense qu'il y a cet héritage colonial de penser que quelqu'un qui pense comme vous est opposant. Qui ne pense pas comme vous est opposant. C'est ça qui est un peu, presque, comment dire, quelque chose qui est permanent en Afrique, dans le milieu universitaire. Il faut qu'on accepte les débats contradictoires. Alors, quand on retrouve les noms qui vous sont très familiers, auxquels vous faites régulièrement référence, sur les 5 noms que nous avons listés, Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Kangé Wane, Martien Towa, Kamana, il y a 2 survivants encore. Est-ce que vous pensez que la relève est assurée? Vous n'avez pas d'inquiétude? Non, je n'ai pas d'inquiétude, nous sommes encore vivants. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut garantir la relève? Il faudrait d'abord que les politiques s'en occupent. La pensée peut survivre à son penseur, excusez-moi, quand elle est prise en charge par les pouvoirs politiques. Quand vous partez en France, tous les malheureux ne sont pas venus au hasard. Il y a un soutien politique, mais ils gardent leur autonomie. Donc il faudrait qu'on arrive à ce niveau-là. Et je voulais rappeler ici, la pensée africaine aujourd'hui est au Cameroun. Beaucoup de Camerounais ne sont pas conscients. Et si cette race de penseurs disparaît, on ne sait pas renouveler, ce sera très difficile d'avoir la trempe de Kangé Wane, tout comme des Boussi Boulga, Jean-Marc est là, ce sera très difficile. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que cette symphonie qui devait se jouer normalement entre les penseurs, ceux qui travaillent pour l'histoire, ceux qui travaillent pour les consciences, l'éveil de conscience, et le politique et l'homme d'action, vous avez le sentiment que cette symphonie existe en Afrique où le politique récupère, n'est-ce pas, la pensée, récupère les recherches pour pouvoir amorcer le développement. Cette symphonie existe-t-elle réellement? Non, ça n'existe pas. Il y a un problème. Les penseurs, je dirais un peu, c'est un héritage colonial on a un mépris pour les hommes politiques. Et les politiques estiment que les penseurs sont des opposants. Dans ces conditions, il n'y a pas possibilité de collaborer. Or, toutes les grandes civilisations qui ont émergé, c'est quand il y a eu une certaine collaboration entre les penseurs et les hommes politiques. Ceux qui pensent et ceux qui agissent. La pensée et l'action. Donc il faudrait qu'au niveau de l'Afrique, qu'on change les habitudes. D'ailleurs, moi, ça me fait toutefois rire quand il y a un problème économique. Vous avez des grands économistes dans votre pays, on ne fait pas appel à eux. On va prendre des étudiants qui viennent d'Harvard pour venir conseiller nos gouvernements. Or, ces gens, quand ils viennent, ce n'est pas scientifique, c'est idéologique. Je pense qu'il y a les prix Nobel de l'économie qui a écrit La Grande Désillusion, Joseph Stiglitz. Il a démontré que tout ce que les fonds monétaires, la Banque mondiale font, derrière ça, il y a ce qu'on appelle l'idéologie néolibérale.
Ce n'est pas de la science. Oui, mais il y a un dernier aspect. Vous dites que cette symphonie, elle n'existe presque pas à vous entendre analyser. Est-ce que les politiques n'ont-ils pas raison de se méfier des hommes de science qui, de temps en temps, les bousculent, lorgnent leur fauteuil? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'ils ont raison de se méfier? Mais je pense que c'est normal. En politique, on n'a pas de morale. Il faut se maintenir au pouvoir. Moi, ce que je demande qu'il faut que chacun fasse son travail. Les hommes de science font des recherches, mettent ça sur la place publique. Les hommes politiques vont se ressourcer. Ça demande la division du travail. On ne peut pas être tous à la fois. On ne peut pas quand même dire que tout est noir en Afrique. Est-ce que vous avez un seul cas où cette symphonie-là a fonctionné? Un seul cas? En tout cas, c'est difficile parce que la pensée qu'on utilise beaucoup plus aujourd'hui vient beaucoup plus de l'Occident. Cheikh Anta Diop a quand même travaillé avec mais non, il a souffert. Il y a une université qui porte son nom. Il a souffert, heureusement que Abdou Diouf l'a reconnu comme ministre. Dès qu'il y a un discours africain, autonome, autochtone, en tout cas, les médias occidentaux ne faites pas. Cheikh Anta Diop n'a jamais été emprisonné. Mais il était pauvre, il avait quel salaire? Il n'a pas été reconnu comme professeur. C'est quand Abdou Diouf est arrivé qu'il est reconnu comme professeur. Il faut voir que comme Senghor était l'homme des Français, on a fait partout le moyen pour l'étouffer. Même aujourd'hui, quand on reprend les discours de Cheikh Anta Diop, c'est pour nous endormir. Est-ce qu'on entre au fond? Merci Freddy Mulumba. On va passer à un autre sujet sans transition. Vous avez la possibilité de choisir sur les deux cartes qui restent, celle qui vous convient. Élection en RDC. Élections multiples en RDC. Vous allez, dans 2 mois, la République démocratique du Congo va avoir à gérer 3 élections. L'élection présidentielle, l'élection législative et l'élection que vous appelez provinciale. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi que dans 2 mois, plus précisément le 23 décembre, vous avez choisi une date historique. Le 23 décembre, c'est toujours la veille, n'est-ce pas, de la fête de la naissance du Christ. Un moment très très particulier au Congo démocratique. C'est ça. Alors, pourquoi vous avez retenu cette date du 23 décembre? Est-ce qu'elle a une conformité avec la Constitution? Est-ce qu'elle a une conformité avec la conférence qui a réuni les différents acteurs politiques? Pourquoi cette date du 23 décembre? Je pense que pendant toutes les négociations, la CENI, donc notre centrale électorale, avait donné un programme pour dire qu'on aura les élections en 2018. Personne ne croyait. Et la fois dernière, il y a eu Madame Nikki Haley, ambassadeur des États-Unis d'Amérique à l'ONU, qui est passée à Kinshasa, qui a fait une déclaration en disant vous devez faire les élections en 2018. Si vous ne les faites pas, c'est votre problème. Nous qui savons comment les choses passent, c'était une menace. Parce qu'il faut reconnaître ceci, dans les milieux des multinationales, j'estime que le Congo est trop grand, il faut l'imploser. Donc, s'il n'y a pas d'élection, il y a risque de chaos, parce que les gens vont contester, parce que tout le monde demande à ce qu'il y ait élection. C'est ainsi que la CENI a fait par tous les moyens pour qu'on ait les élections avant le 25 décembre, compte tenu des informations qu'on avait. Mais en respectant les calendriers qui étaient prévus lors des négociations entre politiciens, entre le pouvoir et l'opposition. On a pensé en quelque sorte que la RDC a subi des injonctions, a subi les menaces de l'extérieur, de la communauté internationale. On sait que les États-Unis ont le regard toujours porté sur la RDC en ce qui concerne l'Afrique. Est-ce que ce n'est pas cet ultimatum-là qui a fait que non seulement le président Kabila se désiste de se représenter, mais également que la date soit rapidement fixée? Non, je ne pense pas. Je pense que je viens de vous dire ici que la CENI a respecté son calendrier parce que les politiciens ne voulaient pas comprendre que l'élection devrait avoir lieu en 2018, pas le 23, mais en 2018. Et en ce qui concerne la non-candidature du président Kabila au 3e mandat, ça vient de lui-même. Je pense que pour comprendre la personne
il faut lire ces discours. Oui. Alors, on a pensé à l'extérieur que cette décision du président Kabila de ne pas briguer un nouveau mandat provient surtout de la pression extérieure, pas seulement de la pression, mais de menaces à la limite. C'est une erreur. Quand son père a été assassiné, en 2001, il prend le pouvoir. 6 mois après, il a accordé une interview à Jeune Afrique. On lui a posé la question. Il a dit, je vais respecter... Donc on va aller aux élections. Et il veut respecter la volonté de son père, c'est donner la parole au peuple congolais. En 2006, on part aux élections, il les gagne. Et la Jeune Afrique passe encore l'interview. Est-ce que tu ne vas pas changer la constitution? Kabila dit, niet, je ne le ferai pas. C'est la parole d'un militaire, d'un officier. Donc, depuis 2017 jusqu'à ce jour, l'homme est resté le même. Le problème, c'est quoi? Le problème est que les Africains, même si c'est écrit qu'on ne change pas la constitution, ils ne croient pas. Ils sont dans la parole. Alors, c'est bien écrit qu'on ne peut pas aller au-delà de mandats. Il faut les respecter des mandats. Les Africains, il faut que les présidents disent non, il ne faut pas, qu'ils disent qu'il ne va pas se représenter. Ce qui était anormal. Il y a même une dame de Jeune Afrique de RFI qui avait posé la question. Il a demandé à cette journaliste de lire la Constitution. Alors aujourd'hui, la physionomie électorale en RDC se présente avec une vingtaine de candidats, plus un candidat choisi par le parti en la personne d'Emmanuel Chagari. Quelles sont les chances de ce candidat de Kabila de gagner et quelles sont les chances de l'opposition de gagner aussi? D'abord, il faut placer ces élections dans une situation exceptionnelle. Il en va de la survie de notre nation. Nous faisons l'erreur, le Congo disparaît. Voilà pourquoi le président Kabila... Le Congo disparaît sur la implose, oui, pour ne pas dire avec une balkaniser une partition, parce que beaucoup de gens pensent qu'il est trop riche, il est trop grand, les Noirs qui habitent ne veulent pas la peine, il faut le couper en morceaux. C'est ainsi qu'on a dit, comme c'est la nation qui est avant, on doit faire par tous les moyens pour faire une coalition. Front commun pour le Congo. Et à l'intérieur, vous avez des opposants qui sont au gouvernement, vous avez des sociétés civiles, vous avez donc les partisans du président Kabila, vous avez tout le monde. Et vous allez voir que le Front commun est en face... On n'a pas le parti de Tshisekedi là-dedans, on n'a pas le parti de Jean-Pierre Bemba, on n'a pas le parti de Kassoumi là-dedans. C'est que vous allez voir, ce Front commun est en face de qui? Ce sont des gens qui partent en Europe chercher le pouvoir. Et pour preuve, quand vous voyez un peu comment l'opposition a travaillé, ils ont commencé les réunions financées par M. Soros et d'autres hommes d'affaires. M. Soros qui est un homme d'affaires, un financier américain. Exactement. À l'île de Gorée. Et de là, ils sont partis jusqu'à Bruxelles. Tous les opposants congolais, même Tshisekedi compris, à Bruxelles, ils sont réunis à Genval. Après la réunion, ils ont pris les recommandations, ils ont remis au ministre des Affaires étrangères belge. Est-ce que c'est logique? Alors on connaît ce que la Belgique a fait pour le Congo. La Belgique a tué Lumumba. Comment les gens qui n'ont pas le sens de l'histoire vont se représenter là-bas et donnent encore les documents au bureau? Ça signifie quoi? Au Congo, nous avons des catégories des hommes politiques. Il y en a qui travaillent pour le Congo, pour le peuple, qui sont proches du Congo, de la population. Et vous avez d'autres qui travaillent pour les intérêts étrangers et qui disent, si nous sommes au pouvoir, on va vous confier comment les gérer les richesses. Mais c'est là où l'histoire devient intéressante. Le Congo, en 1885, n'était pas une colonie. On appelait État indépendant du Congo. Et le Polonais qui gérait le Congo n'était pas propriétaire comme on le pense. Il était le gérant des multinationales. En 1906, 1908, on a cédé l'État indépendant du Congo à la Belgique, c'est devenu Congo belge. La Belgique a géré les intérêts des multinationales jusqu'en 60. En 60, Lumumba apparaît avec un autre discours. Première rupture. Les capitalistes n'ont pas accepté, les miniers, on l'a assassiné. Parce que beaucoup de gens parlent de démocratie ici. Les élections de 1960 au Congo Kinshasa, c'était libre et indépendante. On n'avait pas triché.
Lumumba avait gagné. Pour ceux qui parlent de démocratie, bonne gouvernance, pourquoi on a tué Lumumba? Ça, la dimension géopolitique apparaît. Donc, actuellement, le Congo est au centre des grands enjeux géopolitiques. Alors, je vais m'expliquer pourquoi. C'est capital. Le Congo, aujourd'hui, regorge au moins 60% du cobalt. Or, pour connaître ce qu'on appelle la transition énergétique, pour avoir des voitures électriques, il faut avoir du cobalt. Des téléphones. Le cobalt se trouve au Congo. Et s'il n'y a pas de cobalt, c'est le marché. Voilà pourquoi tout le monde se bat pour avoir leurs clients à la tête du Congo et contre cette richesse. Alors, on peut donc comprendre que si l'histoire nous aide à lire le présent et peut-être le futur, l'État du Congo est toujours convoité par l'Occident. Alors, je voudrais vous poser cette question. Dans le Front commun pour le Congo, qui est un regroupement de partis proches du président de la République, sur une population électorale, sur une population de candidats, de 28 candidats à peu près, quelle est la proportion qui vient au FCC et quelle est la proportion que vous considérez comme traître et qui se rallie aux Belges et aux Occidentaux d'une manière générale? D'abord, les partis politiques ne représentent pas toute la population. Ce serait une erreur. Ce sont les individus pour la plupart. Vous avez quand même un chiffre sur la coalition autour du FCC? Non, il n'y a pas de chiffre, mais on voit quand on fait des manifestations. Les manifestations de FCC, c'est plus importante que celles de l'opposition. On a vu celle de l'opposition dimanche dernier. Exact, oui. On a présenté les candidats. Mais l'opposition s'est réunie, n'est pas parvenue à présenter un candidat. Or, ici, les élections sont en seul tour. C'est comme ici. Donc, quelqu'un peut passer avec... c'est le premier qu'on prend, il n'y a pas de deuxième tour. Donc, dans ces conditions, il est difficile que l'opposition gagne. Ça serait une illusion. Et pour gagner les élections, il faut voir ce qu'on appelle la machine électorale. Qu'on appelle également la machine à voter. Cette machine à voter qui est décriée par l'opposition et on vous demande de la supprimer. C'était une condition posée par l'opposition pour aller à l'élection. Où en est-on avec cette machine à voter? Oui, il faut dire que c'est une imprimante, pas machine à voter. C'est les drames des médias qui déforment. D'abord, c'est un problème technique. Ce n'est pas les médias qui ont inventé le terme de machine à voter. C'est l'opposition congolaise. Ce sont des politiciens, parce que quand on les donne la machine, ce ne sont pas des techniciens. Ils veulent tout politiser. Il y avait des débats qui chassent. On a dit qu'on prenne, chacun amène ses techniciens. On met la machine, on vérifie. Il y a même tous les caméras et les autres, même les qui sont partis expérimenter la machine. C'est une imprimante. Comment ça se passe? Parce que dans le passé, on avait un bulletin de 50 pages. Donc on pouvait voter même une semaine. Et ça coûtait trop cher. Même en 2011, il y avait des coins où on n'avait pas voté parce que les bulletins c'était trop. On a dit, compte tenu des trois élections présidentielles, élections législatives, élections qu'on appelle ici provinciales, si nous mettons ça le même jour, parce que ça c'est l'opposition qui a exigé. Si on les fait le même jour, on ne va pas terminer. Que faire? La CENI a proposé ce qu'on appelle une imprimante. Ce n'est pas une machine à voter. Mais pourquoi aujourd'hui tout le monde se rabat sur une machine à voter? Parce que dès le départ, le discours fait que Kabila ne doit pas se présenter. C'est tout le monde, Kabila ou rien. Alors, dans la pratique même des choses, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui n'a pas une culture de ville, une culture citadine, va venir de la campagne et va comprendre que cette machine qui présente 3 candidats sur une même page présidentielle, municipale et puis provinciale, comme on dit au village, une maman qui vient du village, qui ne sait ni lire ni écrire, va se retrouver là-dedans? D'abord, il y a des photos. Il y a une photo. Il y a une photo. Vous êtes sûr que tous les candidats, tous les votants connaissent les candidats? C'est parce qu'on a expérimenté la machine même au village. On a appelé les gens, venez faire, on a tout filmé. Mais le drame est que les gens sont focalisés sur la machine à voter parce que le président Kabila n'est plus candidat, ils ont perdu des repères. C'est comme ça que la machine à voter vient comme c'est la machine à voler, comme on le dit à Kinshasa. La machine à voler. Ouais, ça c'est le discours des politiciens, mais la réalité est que c'est une imprimante. On l'a expérimenté et on l'a vu. Kamer l'a fait. Dernière sortie n'a pas dit que c'était la machine à voter. Dernière question personnelle. Freddy Mulumba, vous êtes journaliste. Vous êtes
de quelle tendance? Vous gardez votre neutralité? Vous êtes journaliste associé au pouvoir, journaliste sympathisant de l'opposition? Vous êtes de quel bord? Je pense que avant d'avoir une coloration politique, on est citoyen. Que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, si réellement tout le monde est conscient, on se bat pour le Congo. Parce que sans le Congo, il n'y a même pas de démocratie. Le Congo a failli disparaître. Et nous savons les enjeux géopolitiques. Ce n'est pas question d'avoir une coloration. Mais dites-moi un peu, quelle est la différence entre l'opposition sur le plan idéologique? Donc on peut considérer, de par votre comportement vestimentaire, une belle cravate aux couleurs nationales, vous êtes d'une tendance non éloignée du président de la République. Non, non, je suis un patriote. C'est différent. Parce qu'on trouve des patriotes même dans l'opposition. Regardez ce qui est frappant. Pour voir que ce n'est pas tellement politique. Quand le Congo joue, notre équipe nationale de Léopard, tout le monde a les drapeaux, dans tous les villages. Et quand on gagne... Un peu partout en Afrique. Oui, les drapeaux sortent. Donc les drapeaux sont au-dessus des individus. Alors je voudrais que vous répétiez clairement devant les téléspectateurs de HTV qui vous écoutent, qui vous regardent, et certainement au Congo, vous dites que l'opposition ne peut pas gagner au Congo. En d'autres termes, le FCC va gagner l'élection du 23 décembre. J'explique. Ce n'est pas une déclaration. Il faut donner des explications. D'abord, pour gagner, il faut avoir une machine. Pour gagner. Une machine à voler ou à voter? Non, une machine pour organiser, une organisation. Or, en face, les gens ne sont pas organisés. Deuxième chose, la loi électorale prévoit l'élection à un tour. Même s'il y a des miracles à faire, il est difficile. FCC, c'est difficile de le battre. De les battre. Et puis, troisième élément, la plupart des partis politiques parlent en ville. Mais à l'intérieur... Ils n'ont pas de base ils n'ont pas de base. Rurale, ils n'ont pas de base à l'intérieur du pays. Ça sera une surprise s'ils gagnaient. Alors Freddy Moulumba, on fait une petite pause de quelques secondes simplement avant de passer à l'avant-dernière carte. Alors Freddy Moulumba, nous revenons sur le plateau pour parler d'un sujet qui ne vous laisserait pas du tout indifférent, connaissant votre panafricanisme. 5 chefs d'État de l'Afrique centrale, la CEMAC, la communauté des États, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, se sont réunis à N'Djamena le week-end dernier pour parler essentiellement du franc CFA. Il était question, sous l'impulsion de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et du Trésor français, de dévaluer de près de 50%, de plus de 50% le franc CFA, version Afrique centrale, et de manière concomitante, revaloriser le franc CFA d'Afrique de l'Ouest d'à peu près 10%. Alors, au sortir de cette réunion qui a été assez houleuse, le Fonds monétaire international a pesé de tout son poids, le Trésor français également. Les chefs d'État africains de l'Afrique centrale ont fait bloc pour dire non, pas de deuxième dévaluation. Le bruit court d'ailleurs au sortir de cette rencontre, de ce sommet, que l'Afrique centrale pourrait battre sa monnaie. Vous qui êtes un panafricaniste avéré, quelle est votre première impression sur cette rencontre qui n'a pas porté les fruits attendus, tout au moins du côté occidental? Je pense que jusqu'à présent, on a accordé aux pays africains francophones, ce qui était sous l'administration française, une indépendance nominale. Mais la véritable indépendance, elle est économique. On n'a pas décolonisé l'économie des pays africains par la France. Ce qui explique le franc CFA. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on ne tombe pas dans l'émotion. Il faut qu'on arrive à réfléchir, à faire parler nos élites, faire des recherches. Comment on peut procéder à décoloniser nos économies africaines par rapport à la France? Comment il faut le faire? Qu'on ne soit pas pressé. Il faut étudier comment il faut y procéder, faire parler les économistes, les historiens et les géopolitologues. Parce que ce qui se passe, je pense que les amis européens ont compris. D'ici 2020,
le centre du monde va basculer, pas 2030, vers l'Asie. C'est la Chine qui sera peut-être la plus grande puissance mondiale. Et la France. La France sera considérée comme le Portugal, comme l'Espagne. Les gens ont tendance à oublier dans l'histoire que l'Espagne et le Portugal, c'était une grande puissance au XVe siècle. Donc, vers le XXe siècle, je ne pense pas que la France sera comme une puissance. Pour qu'elle puisse se maintenir, elle a besoin de l'Afrique. Donc, il faudrait qu'on fasse des réflexions approfondies, qu'on définisse tout un calendrier de décolonisation économique. Ça, c'est un. Et de deux, la gestion n'est pas correcte. Il suffit de voir comment nous gérons nos entrées dans nos pays. Et si on nous laissait cette gestion économique, ça va se passer comment? Donc il faut se faire aussi un examen de conscience avant de procéder à tous ces changements. Moulamba, nous avons quand même 4 puissances coloniales en Afrique, dont la plus importante, les deux plus importantes, c'est l'Angleterre et la France, suivies de l'Espagne, le Portugal et dans une certaine mesure les Pays-Bas. Mais comment peut-on expliquer que sur ces 4 ou 5 puissances coloniales, la puissance française reste attachée, accrochée de manière indélébile, n'est-ce pas, à ses colonies, au point où elle va jusqu'à contrôler la monnaie, contrairement aux autres puissances? Vous savez, d'abord, la France, c'est une puissance moyenne. Ce n'est pas une grande puissance. Et deuxième élément, il y a François Mitterrand qui avait écrit « Sans l'Afrique, la France ne sera pas une puissance au XXe siècle ». François Mitterrand l'a écrit en 1957. Donc, cette question de vie ou de mort, ce n'est pas pour le peuple français, c'est pour les élites qui ont fait les richesses sur l'Afrique. Allez en Europe aujourd'hui, toutes les richesses viennent d'où? Esclavage et colonisation. C'est parce qu'on a pillé l'Afrique, on a appauvri l'Afrique, que l'Occident s'est enrichi. Maintenant, avec l'imitation économiques, et technologiques et géopolitiques, la France va perdre la main. Qu'on le veuille ou pas, ça va changer. C'est le cours de l'histoire. Maintenant, la question est la suivante pour les Africains. Parce qu'on a tendance à penser, si la France part, on va chercher d'autres parrains. C'est ce que moi j'appelle la culture d'esclave. On veut vous libérer. Non, on ne veut pas. Non, je préfère être avec l'ancien maître. C'est l'attitude de nos dirigeants actuellement. Mais ça n'empêche pas d'être prudent. Que si la France et les autres disparaissaient, les autres peuvent nous recoloniser. Donc, il faut faire attention. Vous avez utilisé une expression tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut, quand on parle de la monnaie, on parle avec émotion. Et il y a d'autres qui disent qu'il faut aussi parler avec réalisme. De votre côté, qu'est-ce qui est réalisme? Qu'est-ce qui est émotion quand on parle du franc CFA? Je pense pas de l'émotion. Il faut être réaliste. Quand on dit réalisme, ce n'est pas c'est cantonné, c'est que les Français, donc ça passe, beaucoup d'élites sont accrochées aux intérêts étrangers. Ce qui fait que si aujourd'hui il y a un changement, automatiquement ces élites perdent leur place au sein de la société. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord engager un débat national. La monnaie, ce n'est pas une affaire seulement des élites. Alors, une dernière question. Qu'est-ce qu'il faut réellement pour que la décolonisation, c'est vous qui utilisez le mot de manière régulière, la décolonisation économique et financière soit une réalité? D'abord, c'est de poser une question. Pourquoi on a été battu? Pourquoi on a été vaincu par l'Occident, par l'Europe? C'est parce qu'on n'avait pas maîtrisé la science. Et nos États étaient très petits, donc c'était petits États. C'est comme ça qu'on a été battu. Donc la première chose à faire, c'est maîtriser la science, mettre la main sur l'économie, former une armée, être puissant. Sans ça, on peut nous battre à tout moment. Et qu'on ne soit pas naïf. Alors Félix Moulumba, on s'achemine vers la sortie de cet échange très très fructueux selon moi tout au moins. Et j'ai mon joker. Vous pouvez imaginer de quel sujet il s'agit? On n'a pas parlé du Cameroun quand même. L'élection de Paul Biya, président de la République du Cameroun. Alors, je voudrais formuler une question
qui est la première, qui n'est pas compliquée, qui est très très simple. Vous êtes en campagne électorale, tout au moins la RDC. Comment l'élection de Paul Biya, la réélection de Paul Biya a été accueillie en République démocratique du Congo? Oui, je pense que ça a été bien accueilli parce que le peuple camerounais a fait un choix de stabilité et de sagesse. Très souvent, chez nous Africains, on est dans les émotions. Et on ne prend pas du recul. Nous sommes dans une situation, dans de grandes limitations. Nous sommes dans une incertitude. On ne sait pas comment le monde sera fait demain. Et si vous avez des politiciens qui ne comprennent pas les enjeux, qui ne sont pas dans les réseaux, vous leur confiez le pouvoir, le lendemain, le pays peut disparaître. Je pense que vous avez le cas anglophone qui n'est pas facile à gérer. Et ce n'est pas un problème qu'on dit anglophone, francophone. Derrière sont les intérêts économiques importants. Vous avez tendance à oublier Biafra et Bakassi. C'était quoi derrière l'économie? Donc actuellement, comme il y a des mutations du capitalisme, il faut que les Africains comprennent. C'est à cause du capitalisme qu'on a connu l'esclavage. Ce qu'on peut appeler la première révolution du capitalisme, c'est la révolution commerciale. Conséquence, esclavage, traite négrière. Deuxième révolution, la révolution industrielle. Conséquence, colonisation. Troisième révolution, c'est la révolution du numérique. Donc chaque fois qu'il y a des révolutions du capitalisme, le rapport de force sur le plan international change. Les peuples qui ne sont pas organisés payent. C'est le cas de l'Afrique. Donc il faudrait être lucide, être attentif, prendre du recul, tirer les leçons de l'histoire. Ce qui est rare chez les Africains. Quand on voit nos médias, les gens s'enflamment. Est-ce que vous suivez ce qui se passe au Soudan, entre le Nord et le Sud, entre les deux opposants sud-soudanais? Est-ce que vous suivez en Somalie? Il faudrait que les Africains tirent les leçons, les Camerounais en particulier. Donc le moment est arrivé pour que tout le monde se mette d'accord, qu'on sache où est l'essentiel, où est la contradiction principale. Au lieu de s'occuper de l'accessoire, au lieu de s'occuper de questions de seconde zone. Ça demande une dimension, une analyse géopolitique, une analyse historique. Et pour les Camerounais, je pense que vous avez un passé douloureux. Et trop peu de jeunes Camerounais sont au courant. Je ne sais pas si on étudie ça à l'école. On ne sait pas ce qui nous attend demain. Donc, vous faites partie de cette classe d'intellectuels africains, qui disent que la démocratie en Afrique, il faut la mettre en parenthèse, il faut laisser les sages continuer leur travail autant qu'ils voudront, autant que l'énergie leur permettra de travailler, autant que ils auront la vie devant eux, il faut les laisser. Moi, ça me fait rire quand on parle de démocratie. Pourquoi? Prenez l'histoire de l'Afrique, nos rapports avec le monde occidental. Le monde de démocratie est apparu quand? Le monde développement est apparu quand? Et vous allez voir, pour justifier la colonisation, on disait on va civiliser. Maintenant, pour justifier une autre forme de domination, on vous parle de développement, bonne gouvernance, droits de l'homme. Derrière tout ça, c'est comment continuer avec la domination sur l'Afrique. Moi, je pense que le temps est arrivé. Qu'on prenne du recul, qu'on repense, qu'on réinvente un État africain. Surtout pour nous, Noirs africains. Parce que les Noirs, c'est différent. Ils ont notre culture, notre histoire. Mais tout ce qu'on a connu, ça nous demande du recul et ça demande du sacrifice pour créer un nouvel État. Donc, pour le Cameroun, vous avez assez d'intellectuels. Il faut libérer la parole, libérer la pensée, des discussions pour construire un nouvel État. Je ne dis pas refonder. Reconstruire un nouvel État en tenant compte de votre culture, de votre histoire. Moi, j'ai toujours dit, regarde, au village, est-ce que j'ai vu un chef coutumier voler son propre État, Ça n'existe presque pas. Mais pourquoi quand nous, qui étions à l'école des Blancs, on accède au pouvoir, on vole? C'est parce qu'on a été formés pour servir un système de domination et non pour servir le peuple. Donc il faut renverser la Je voudrais vous rassurer, vous êtes un fidèle téléspectateur de chaînes de télévision émettant depuis le Cameroun. Vous nous avez rassuré quand on préparait cette émission que lors du contentieux électoral, vous avez regardé les débats qui étaient libres. Ça veut dire
pour parler comme vous, la parole n'est pas confisquée, elle est libérée. Non, j'ai dit quand on dit libérer la parole, libérer la pensée. Libérer la pensée. Ouais. Alors, c'est sur ça que se termine cet échange que j'estime très très fructueux. Je rappelle aux téléspectateurs de HTV que Freddy Mulumba est directeur général adjoint de la radio et télévision nationale du Congo. Il est arrivé au Cameroun exprès pour accompagner à sa dernière demeure le professeur Fabien Eboussi Boulaga. Et nous vous remercions de nous avoir accordé ce temps. J'imagine combien de fois vous êtes occupé, vous devez repartir aussitôt à Kinshasa pour continuer votre travail. Merci et je remercie également les téléspectateurs de HTV qui nous ont accordé leur temps et à la prochaine. Je voudrais ajouter, il faut que les Camerounais restent fidèles à l'Afrique. Merci. Camerounais, restez fidèles à l'Afrique. Parole de Freddy Mulumba.